Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'animation japonais du studio Ghibli. Mais pas le plus apprécié de tous, loin de là. Sorti il y a 20 ans au Japon, avril 2007 en France, Les Contes de Terre-Mère, adapté visiblement assez librement des 3e et 4e livres du cycle de Terre-Mère, écrit par l'autrice américaine de fantasy Ursula Le Guin, qui visiblement n'a pas trop apprécié cette adaptation. Et c'était peut-être pas si facile que ça de mettre un univers aussi riche en un long métrage d'à peine 2 heures. Que je pense avoir déjà vu d'ailleurs avant, mais je ne suis plus sûr. Il n'y a pas de note sur Sens Critique, peut-être que j'avais oublié, ou alors je l'ai vu avant d'être inscrit. En tout cas, on va partir du principe que c'est un revisionnage. Alors pourquoi cette œuvre a été peu appréciée? Déjà parce qu'il y avait une forme de pression et d'attente, on va dire, inédite à l'époque, puisqu'elle est réalisée par Miyazaki, mais pas Hayao, le fils Goro. Et tout le monde pensait qu'il allait être l'égal du père. D'ailleurs, les producteurs avaient chapeauté cette idée en pensant qu'il était prêt. Le paternel Hayao sentait bien que c'était pas le cas. Voilà, il n'était pas trop chaud à l'idée de voir son fils déjà réaliser un long métrage. Ce qui a mené une petite brouille entre le papa et le fiston, qui ne se sont pas parlé pendant la production. Bon, après, ça s'est bien sûr arrangé. Goro Miyazaki co-scénarise l'ensemble d'ailleurs avec un certain Keiko Niwa qui avait écrit Je peux entendre l'océan, qui est pour moi l'un des Ghibli les plus faibles. Il faudra que je réessaye un jour. Bon, évidemment on est dans une histoire, j'allais dire d'heroic fantasy, un peu, fantastique en tout cas, qui se déroule dans un univers parallèle, à Terre-Mer, où les humains vivent sur la Terre et sur la mer, mais plus trop en harmonie avec les dragons, comme c'était le cas avant, qui se sont réfugiés dans le ciel. Pas facile à dire. Et un beau jour, on va les voir réapparaître, ces dragons, en train de se battre. Il y en a deux, comme ça, alors qu'il y a un orage sur l'océan. C'est très bizarre. On relate les faits ensuite au sorcier royal, qui dit que ça ne va pas. Et il explique pourquoi. Ah, ça, pour expliquer, ça explique. Il n'y a pas que lui qui va beaucoup blablater dans ce film. Visiblement, le monde de Terre-Mère a perdu son équilibre. Il va falloir restaurer d'une manière ou d'une autre, sinon ça ne va pas aller. Et en plus, sur les terres, pas mal d'habitants souffrent d'une certaine maladie, voilà, comme ça. Et au sein du château royal, le fils n'est plus trop présent. Et il va revenir très vite, on va dire, dans cette séquence d'introduction, à Ren, qui est notre héros, ou du moins notre protagoniste principal, un adolescent. Qu'est-ce qu'il fait? La première fois où on le voit dans le film, il tue son père, voilà, de façon brutale et soudaine. Et après, on va devoir donc entrer en empathie avec lui. Un choix risqué. Donc, il va partir sur la route, forcément, culpabilité de ce qu'il a fait, question existentielle et tout, et être sauvé par un archimage puissant nommé Épervier, qui va le prendre sous son aile, c'est le cas de le dire. Et ensuite, il va rencontrer notamment une jeune esclave qui va aider à libérer, d'ailleurs, une certaine Teru, etc., etc. Et tous ces gens-là vont essayer de vivre ensemble, se découvrir aussi sur leur identité et affronter un sorcier un peu androgyne, et ça c'est très intéressant, qu'on peut qualifier de méchant sur le papier. Alors je dis androgyne parce qu'il est qualifié de sorcier, pas de sorcière, mais doublé, que ce soit d'ailleurs en japonais ou en français, par une actrice. Cette personne s'appelle Araneide, et visiblement elle veut contrôler l'existence, peut-être vivre une immortalité éternelle. Bon, alors c'est très intéressant sur le papier, beaucoup de choses. Le problème du film se résume en plusieurs points. La surexplication des choses, parce qu'il y a beaucoup de thématiques, beaucoup de trucs, pas mal de personnages, tout ça, et ça commence tambour battant, donc forcément il faut ancrer et inscrire, on va dire, ce récit dans une compréhension globale. Ça se veut, on va dire, ludique pour les plus jeunes, donc blablabla, blablabla. Et le problème, c'est qu'on le sent, que c'est compressé d'univers donc écrit beaucoup plus développé. C'est une évidence. Donc on cache la complexité des choses en simplifiant forcément pas mal de trucs, mais aussi en faisant parler les personnages qui s'expliquent des trucs alors qu'ils sont au courant l'un et l'autre. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Et bon, pourquoi pas? Je pense que ça aurait mérité d'être beaucoup plus diffus, quitte à simplifier ou à ne pas tout expliquer, faire vivre plus les moments, on va dire, héroïco-fantasy, fantasy. Mais, bon, et le problème c'est que, arrivé à un certain point, il y a
tellement de belles promesses, parce que c'est un film qui a vraiment quelque chose de fort potentiellement, qu'elle n'arrive pas à être exploitée, qu'on en a une forme de frustration arrivée au bout. Cependant, ça reste quand même correct, parce que déjà il y a l'héritage Ghibli, visuel, graphique. Goro fait comme papa, mais oui, bien sûr. Bon, il essaye de faire autrement, mais on voit qu'il est rattrapé par l'héritage. Donc que ce soit dans les paysages, la façon de présenter les personnages qu'on a déjà vus ailleurs dans d'autres Miyazaki, plus ou moins. Bon. Et cette évolution-là, même certaines formes de violence et de méchanceté qu'on a pu voir avant, j'en veux pour preuve par exemple le sorcier androgyne, qui à un moment présente une forme de malédiction à la Mononoke dans sa façon de se transformer un petit peu, ou a aussi une caractéristique indirectement du sans-visage Chihiro. Enfin, on voit cette lignée-là. C'est intéressant parce que c'est un film qui parle de transmission et d'héritage, indirectement hein, aussi, et d'équilibre. Est-ce que Goro Miyazaki n'a pas essayé de trop chercher cet équilibre dans un film qui parle de déséquilibre? Et peut-être que c'est ça le problème d'emblée, c'est qu'il veut presque trop s'inscrire dans les pas de son père, alors que, paradoxe ultime, son personnage principal tue le père au début. On peut y voir une forme d'allégorie. Goro, en faisant cela, visiblement, parce que c'est pas tout à fait pareil dans les livres apparemment, veut s'émanciper du père. De façon un peu brutale peut-être de faire les choses, et bon, c'est de la suranalyse potentielle aussi, mais en fait, non, il n'arrive pas à tuer le père, il n'arrive pas à s'en extraire de tout cela, et c'est pas un mal. Hein, les chats ne font pas des chiens, de toute façon. Mais derrière, on le voit un peu tâtonner et tout, et les belles choses que l'on peut ressentir dans le film, c'est les héritages Hayao Miyazaki, littéralement. Après, il y a quand même des moments où tu as envie d'y croire. C'est-à-dire que plusieurs instants du film, et toute la première partie en vrai, après donc ce meurtre du père au début, tu sens qu'il y a quand même l'idée de vouloir construire l'univers. Tranquillement, notre personnage principal d'Aren, on le voit déprimé, hein. C'est une question d'existentialisme adolescent, d'identité, il y a cette idée, on le voit face à des loups, à un moment, il va littéralement vouloir se laisser crever, quoi. Il accepte son sort. Après tout, il a tué le père, avec cette violence, on ne sait pas trop pourquoi, est-ce qu'il est digne de vivre et tout. Il va être sauvé, donc son destin s'installe, et on va voir le côté mentor, élève, se mettre en place avec la découverte du monde autour, un autre monde qu'il n'a pas trop vu, lui enfermé dans son château depuis son adolescence, enfin son enfance, quoi. Et il y a cette grande ville où tout paraît éclatant et c'est vivant, un marché perpétuel et tout, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le déséquilibre est latent, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a cette histoire de drogue, d'opiacés ou je sais pas quoi. C'est passionnant ça. Il y a vraiment un truc là. Là, voilà. Et tu t'attends à ce que ce soit un peu plus développé derrière. Pas du tout. Voilà. C'est juste un moment où on s'installe, on voit, on commence un peu à s'imprégner de l'univers, mais derrière, paf, on repart sur la route. Et on va aller sur les enjeux, qui sont à moitié passionnants dans le sens où c'est du déjà vu, parce que simplifié de pas mal de choses. Le méchant sorcier qui veut défier la mort, donc vivre éternellement, et face à cet épervier tout, qui essaye d'inculquer un peu à Aren l'importance de la vie. Aren qui a failli en mourir de ça, voilà, et finalement non, il doit accepter de vivre sa vie, une vie qui sera de toute façon éphémère, c'est le paradoxe, qui est plusieurs fois évoqué en surexplication vocale pendant le film, cette idée qu'on a le mal de vivre parce qu'on a peur de la mort, mais si on ne mourrait pas, on ne pourrait pas vraiment vivre. Parce que la vie n'a de sens que s'il y a une fin, pour pouvoir bien profiter. Si on vit éternellement, c'est pas intéressant, c'est un peu ce qui est un peu sous-entendu, quoi. Et on ne vit plus vraiment si on a l'éternité. D'où aussi donc, ce personnage sorcier là, qui veut défier l'équilibre de la vie et de la mort, de la lumière et des ténèbres, parce qu'il faut de la lumière dans les ténèbres, et les ténèbres pour que la lumière existe, et ce sorcier choisit uniquement les ténèbres pour ne choisir que la vie éternelle. Donc il refuse la mort, il refuse la lumière. Voilà, donc le déséquilibre vient peut-être de là aussi, de cette contamination par ambition égocentrique, mais cette peur aussi. On voit que c'est un sorcier qui a peur, en fait, comme Aren a peur. Et après, on joue sur le double. Voilà, le film. Alors, je vais pas aller dans les spoilers ici, mais le double est partout. Puisqu'il y a un équilibre, on est tous un peu double face, d'une certaine manière. Alors, il y a cet épervier qui a l'air tranquillement un aventurier sympathique, mais qui cache
gâche pas, il ne le gâche pas, parce qu'il libère des esclaves à un moment, mais qui cache un grand pouvoir. On a Arène, qui est ce prince qui a tué son père, et tout, mais qui est aussi un adolescent normal. Elle est même l'idée de double identité avec deux noms, je reste vague, et la jeune esclave qui va libérer, elle aussi, a peut-être aussi cette idée de double identité, que je reste, voilà, je ne dis rien, pas spécialement important de toute façon, ce genre de révélation dans les dernières parties de qui est qui vraiment ou pas. L'important c'est de se trouver et de s'accepter soi-même, qu'on soit double ou non, au final. Et de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Mais bon, il faut la vivre jusqu'à un certain point. Et après, bah voilà, on déroule. Hein, sur de magnifiques moments de musique aussi. Alors, ce n'est pas Joe Hisaishi, c'est un de ses héritiers, peut-être aussi, j'en sais rien. Tamiya Terashima, qui vraiment fait le taf. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est très beau. Un peu folklorique, évidemment, celtico-oriental, parce que finalement, on est dans cet univers-là. Et on va sur les paysages, les villes, les châteaux, les moments sombres, les moments plus bucoliques. Et ça se laisse regarder. C'est-à-dire que finalement, limite, c'est le genre de film, tu devrais te le faire sans le son. Tu le vois, ah, tu connais l'histoire, tu te le revois, tu t'imprègnes. Voilà, tu essayes de voir comment les plans vivent et tout, parce que c'est pas si mal réalisé que ça non plus. Tu sors un petit peu de l'intrigue et du blabla et de la surexplication des trucs. Bon, je trouve que c'est quand même, sur le plan esthétique, même si c'est très inspiré par autre chose, vous m'avez compris, ça fait le boulot. C'est pour ça que tu arrives au bout, alors voilà, conclusion telle qu'elle est. Il y a des moments quand même d'impact et d'émotion à la fin, quand même il faut l'avouer. Ça arrive un peu tard, ça arrive aussi avec quelques blabla, évidemment, très prolongés avant la finalité, dans le build-up du climax. Ça jacte, ça jacte, ça jacte. Des informations que tous les personnages connaissent depuis tout le temps, mais il faut que le spectateur comprenne, et c'est pas nécessaire. Tu avais déjà tous les éléments en main pour bien comprendre hein, cette dualité vie et mort, équilibre et tout, c'est dès le début en fait. Voilà, dès le début. Même dès l'introduction, tu as une sorte de chant, voilà, de poème, c'est pas un haïku, c'est un poème un peu chanté potentiellement, mais juste écrit, qui déjà, voilà, au-delà des mots, d'ailleurs, il y a un moment, dans ce petit texte du début, on a aussi l'équilibre entre le silence et les mots. Bah, alors le film ne fait pas l'équilibre entre cela, vraiment pas. Donc c'est un peu dommage. Et arrivé à la fin, on se dit, ouais, c'était sympa quand même. Voilà, c'était sympa parce que faut pas non plus trop... enfin, le problème du film, c'est que beaucoup de gens en attendaient trop. Il fallait pas trop en attendre du fils Goro. Ah, après, voilà, t'as les producteurs Ghibli qui en ont trop fait probablement... le producteur Toshio Suzuki notamment, peut-être qu'à un certain instant, il fallait pas trop essayer de vendre ce film. Ah, c'est le fils de Miyazaki, vous allez voir l'héritage, c'est exceptionnel. Non, c'est un film qui tient la route d'une certaine manière. S'il n'y avait pas eu Hayao Miyazaki avant, forcément, ce genre de film n'aurait pas existé. Le roman de base, enfin le cycle, probablement aussi, bien sûr. Est-ce qu'il y a une personnalité Goro Miyazaki là-dedans ? À part au début, quand le fils tue le père, il y a quand même une tentative que ce genre d'introduction, Miyazaki, père, l'aurait peut-être pas tenté, vous voyez. Cette idée-là, très brutale dès l'introduction, montrer de la violence et tout. Mais après, bon, après ça redéroule. Ça redéroule avec beaucoup de choses qui sont redondantes. Mais voilà, il y avait des embryons de choses. Ensuite, il fera la colline le coquelicot, que j'ai vu, que je reverrai, bien sûr. Voilà. Peut-être mieux, je sais pas en fait, j'en sais rien. Mais les contes de Terre-Mère, c'est pas si mal, là, en vrai. Mais après, tout est une question d'attente. Et le problème aussi, forcément, de comparaison. Oubliez tout cela, est-ce que le film se tient un peu? Et ce serait mieux tenu si on avait fait des choix et évité de trop aller dans le blabla. Un peu comme je l'ai fait dans cette vidéo, au final. Hein. Je suis un peu raccord avec... l'ambiance et l'atmosphère et l'approche du film. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ces contes de Terre-Mère, si vous avez lu aussi les livres, tout ça, si vous aviez été déçu ou surpris à l'époque, si vous l'avez revu depuis. Je ne sais pas s'il n'a pas été rediffusé dans un cycle pâté qui remet en avant des Ghibli depuis quelques mois, là. Je ne sais pas si c'est que des Miyazaki ou d'autres. Non, je crois qu'il y avait aussi... il y avait aussi les contes de la princesse Kaguya, qui était un très très bon Ghibli, qui n'est pas de Miyazaki, bien sûr. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film-là, en
précision, en particularité. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo parce que je commence à m'embrouiller. Ce film m'a un peu embrouillé hein, sur un certain point aussi. Allez, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine. Ciao.